Bonjour, bon matin à tous. Bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle séance de HOP, le sommet du commerce de détail du mois de juin, donc le mois du développement durable et de l'économie circulaire. Avec nous ce matin, plutôt on vous présente ce matin une conférence pour accélérer la transition des commerces montréalais vers l'économie circulaire. Donc, avec nous à l'animation, nous avons ce matin Martin Saint-Pierre, directeur développement commercial à PME Montréal de l'Est de l'île. Et comme conférencière, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mélissa Stoya, directrice développement durable et économie circulaire à PME Montréal Est de l'île, et Mme Natacha Beauchesne, qui est commissaire au développement économique du service économique de la Ville de Montréal. Merci, bienvenue à vous trois ce matin avec nous. Juste avant de commencer, vous passez la parole, chers participants. Si vous avez des questions durant la séance, n'hésitez surtout pas à les poser dans la question Q&A, questions-réponses en bas de votre écran. Les intervenants pourront y répondre durant la séance et il y a une période de questions prévue à la fin de la séance aussi à garder en tête. Donc, sans plus tarder, on a beaucoup de contenu. Ça me fait plaisir de passer la parole à M. Saint-Pierre et à nos conférencières. Bonne séance à tous. Merci beaucoup, Camille. Merci de l'invitation. Comme vous le savez, la pandémie de la COVID-19 a complètement révolutionné les comportements des consommateurs depuis son apparition l'année dernière. Beaucoup moins de visites en magasin, des paniers plus grands, plus d'articles dans les paniers et une explosion des ventes en ligne, évidemment, on le sait. Mais l'augmentation de ces ventes en ligne a généré une hausse de la livraison, des colis et aussi une augmentation des déchets qui sont parfois difficiles à recycler. Les enjeux du développement durable dans le commerce de détail est donc bien présent. Comment les commerçants peuvent-ils favoriser leur transition vers une économie verte, circulaire, responsable, afin de les amener à transformer leurs pratiques? Nos deux intervenantes viennent donc nous exposer différentes avenues et différentes solutions. Et j'aurai le plaisir, après leur présentation, de m'adresser à eux et d'échanger surtout avec eux. Donc, notre première présentation, Natacha Beauchesne de la Ville de Montréal. Merci, Martin. Donnez-moi une seconde, je vais partager ma présentation. Ça me fait plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui pour cet événement. Dans le fond, aujourd'hui, ma présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu Je travaille au développement économique à la Ville de Montréal et je suis commissaire au développement économique. Et ce n'est pas pour rien que le développement économique est responsable de l'économie circulaire à Montréal. C'est justement pour aider et permettre de faciliter cette transition-là du système économique des entreprises vers l'économie circulaire. Donc, dans plusieurs villes, c'est souvent les services de l'environnement qui sont là, mais pour ici, c'est vraiment le service du développement économique. Avant de commencer, comme je suis la première, je vais me permettre de faire quelques notions d'économie circulaire pour m'assurer que toutes les personnes qui écoutent sont au même diapason puis comprennent un peu bien de quoi on parle. Ensuite, je vais parler un peu de comment la ville peut servir de levier pour faire accélérer cette transition d'économie circulaire. Et enfin, je vais parler vraiment brièvement pour faire un peu le pont avec notre prochaine conférencière, Mélissa, mais comment ça représente une opportunité pour le commerce de détail. Donc, l'économie circulaire, c'est quoi? L'économie circulaire, c'est vraiment, on utilise la définition du Pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire. C'est un système de production, d'échange et de consommation qui vise à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. C'est bien beau, mais c'est quoi, en gros, c'est quoi l'économie circulaire? C'est deux grands objectifs qu'on a avec l'économie circulaire. C'est de repenser nos modes de production et de consommation pour consommer moins de ressources et protéger les écosystèmes. Mais c'est aussi, autre repensée, c'est optimiser l'utilisation des ressources qui sont déjà dans notre société, qui circulent déjà. Donc, comment on fait ça? En utilisant nos produits plus fréquemment, en prolongeant leur durée de vie, en leur donnant une nouvelle vie. Souvent, on parle des 12 stratégies d'économie circulaire.
On utilise le graphique qui a été préparé par l'Institut EDEC et Recycle Québec, qui fait état de ces 12 stratégies d'économie circulaire-là. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'on passe vraiment d'un modèle linéaire avec l'économie circulaire, donc un modèle qui dit on extrait, on produit, on consomme, on jette, à un produit où est-ce que là, on extrait, on transforme, on distribue, on utilise et on réutilise, on revient dans la boucle, on retransforme, etc. Donc, il y a 12 stratégies, comme je le disais, d'économie circulaire. Il y a des stratégies qui sont plus dans l'objectif de repenser, donc tout ce qui est l'éco-conception. On produit dès le départ un produit qu'on sait qu'on va être capable de bien recycler, de bien remettre dans la chaîne. On optimise nos opérations. Et ensuite de ça, on va tout optimiser. Souvent, quand on parle d'économie circulaire, les gens pensent à deux choses. Ils pensent à tout ce qui est les symbioses industrielles, donc les extraits d'une société, les déchets de l'une deviennent les matières premières, les ressources de l'autre, et pensent au recyclage. Mais quand vous le voyez dans ces stratégies-là, vous voyez que le recyclage, la valorisation, ça vient pratiquement en 11e et 12e. Il y a vraiment plein d'autres choses qu'on peut faire avant. On peut penser à l'économie collaborative, on pense à Communauto, par exemple. C'est un très bon exemple d'économie collaborative. Donc, les gens, tu sais, c'est pas juste, on n'échange pas juste des matières, on se prête le bien. On pense à tout ce qui est l'entretien, la réparation, le reconditionnement, l'économie de fonctionnalité. De plus en plus, les générations ont plus le même attachement à posséder un bien qu'ils avaient auparavant. Maintenant, on peut aussi louer l'usage d'un bien. Donc, tout ça vient avant même qu'on remette, qu'on recycle, qu'on valorise ou qu'on utilise ça comme intrant dans un autre produit. Parce que l'idée, c'est vraiment de garder la valeur première du produit le plus longtemps possible. Donc, pourquoi on fait de l'économie circulaire? C'est pour créer de la richesse. Comme je disais, on a une valeur à nos matières, on les garde ici, on favorise des emplois, on favorise l'économie locale. Ça nous permet d'être vraiment un levier de croissance économique. On réduit notre empreinte environnementale, on innove avec l'économie circulaire. Donc, c'est tout ça que ça nous permet, l'économie circulaire. Maintenant, comment une ville, principalement Montréal en ce cas-ci, peut contribuer à accélérer cette transition-là? Il y a plein de leviers qui s'offrent à une ville. Premièrement, c'est d'être un catalyseur, d'être catalyseur de mobiliser les gens, l'écosystème vers des alignements communs. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'une ville ait un leadership fort puis des engagements concrets. À Montréal, ça se traduit déjà. L'économie circulaire, on le retrouve dans nos grands exercices de planification stratégique, que ce soit justement la planification stratégique Montréal 2030, le plan climat 2020-2030, où l'économie circulaire est une des actions fortes. Ça se reflète aussi dans tous nos plans de développement économique, de relance économique. L'économie circulaire, il y a une place de choix, mais aussi ça nous permet d'atteindre plusieurs de nos objectifs de notre plan de gestion des matières résiduelles. Parce que l'économie circulaire, c'est ça que ça fait aussi. Ça nous permet d'allier vraiment l'économie à tous nos objectifs environnementaux et sociaux. Montréal s'est doté d'objectifs ambitieux, que ce soit la réduction des matières organiques de l'élimination, que ce soit la réduction du gaspillage alimentaire de 50 d'ici 2025 ou encore d'être zéro déchet ou d'être encore carboneutre. Donc, pour y arriver, il va vraiment falloir transformer notre économie, puis l'économie circulaire va être une des façons pour y parvenir. Montréal, ce qu'on a décidé, c'est d'utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition pour notre stratégie d'économie circulaire qu'on a déployée en 3 volets. Le premier volet, c'est vraiment de se doter d'un plan structuré, d'une feuille de route en économie circulaire pour que tous ensemble, on ait les mêmes objectifs, on ait la même vision. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça nous prend vraiment de la donnée. Il y a peu de données en économie circulaire à Montréal, puis une ville peut être un levier pour justement aller acquérir cette donnée, la partager, etc. Donc, on veut, comme on est en train de faire présentement, la mise à jour de la cartographie des acteurs et initiatives en économie circulaire de Montréal, par exemple. Cette cartographie-là avait révélé en 2017, elle avait été faite par l'Institut EDEC et avait révélé en 2017 qu'il y avait plus de 300 initiatives à Montréal en économie circulaire. On est certain qu'il y en a plus de 1000 maintenant. Donc, vraiment, il y a eu tout un engouement. C'est exponentiel la vitesse à laquelle ça évolue. Donc, on est en train de mettre à jour cette cartographie-là pour vraiment avoir un aperçu de l'écosystème. On fait aussi des études. On veut identifier nos opportunités, connaître nos flux de matière, miser sur nos forces, mobiliser l'écosystème. Donc, ça, c'est le premier volet de notre stratégie en économie circulaire. Le deuxième volet, c'est vraiment de soutenir l'écosystème. Une ville, on a plusieurs leviers à notre disposition, comme je le disais, que ce soit par la mise en place de programmes, de fonds, d'appels à projets, d'initiatives.
On peut catalyser les initiatives en économie circulaire. Aussi, on peut mettre en place des règlements qui vont accélérer la transition. On est un grand donneur d'ordre. Donc, tout notre approvisionnement local, circulaire, responsable, on peut permettre de faire un changement dans le milieu puisqu'on est un donneur d'ordre important. Et c'est ce qu'on est en train de revoir, toutes nos politiques d'approvisionnement pour vraiment favoriser le développement, l'accélération du changement, de la transition du milieu économique. Mais tout ça, c'est bien beau, mais il faut aussi avoir du financement. Donc, ça, c'est le troisième volet à notre stratégie. Ce qui est important, c'est de s'assurer que les entreprises qui veulent faire cette transition-là aient les moyens financiers d'y parvenir. Donc, on veut travailler avec le privé, avec tous les partenaires qui souhaitent travailler avec nous pour s'assurer que ce financement-là soit disponible dans l'écosystème. Dernièrement, on annonçait, il y a quelques semaines, on a collaboré à la mise en place du premier fonds en économie circulaire au Canada par Fondation et avec Recyc Québec. Donc, tout ça, et il y a PME Montréal, Synergie Montréal, qui va vous parler tout à l'heure, qui fait partie aussi de cette collaboration-là, qui va venir offrir de l'accompagnement en plus aux entreprises. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment aller plus loin. Comment nous, la Ville, nous, on peut soutenir Synergie Montréal qui peut offrir de l'accompagnement. Donc, comment chacun dans nos rôles, on peut structurer. On est en train aussi de voir tous nos fonds en développement durable, les fonds, quels fonds on pourrait mettre pour rendre disponible l'économie circulaire. On a priorisé certains secteurs pour commencer nos recherches. Donc, ce qu'on a priorisé comme secteur, c'est des secteurs où on a été opportunistes, premièrement. C'est tous les secteurs avec la relance, la crise sanitaire qu'on vient de connaître, qui connaissent un peu je dirais, un renouveau, un regain. Donc ça, on a priorisé le bioalimentaire. On dit qu'à Montréal, le gaspillage alimentaire, c'est 2,5 du PIB, c'est 3 milliards de dollars. Il y aurait 1 milliard de dollars qui pourraient être facilement évités. Donc, imaginez les opportunités économiques ici. On a aussi tout ce qui est matière résiduelle. On veut maximiser l'utilisation de ces ressources-là. Donc, on a ciblé principalement le secteur de la construction. C'est le temps ou jamais. Il va y avoir tout un boom économique là, en construction, on le voit, mais c'est le temps ou jamais de faire un transfert de ce secteur économique-là vers l'économie circulaire. Tout ce qui est le plastique, tout ce qui est la mode et textile. La mode et textile, c'est notre prochaine grande crise du recyclage. Alors, comment on fait pour que tout de suite, on l'utilise dans l'économie circulaire? Et il y a tout ce qui est la mobilité aussi durable, donc réduire les émissions de GES, comment on fait pour embarquer dans cette mouvance-là? Donc, présentement, comme je vous dis, on est en train de mettre à jour notre cartographie des initiatives en économie circulaire à Montréal. Si vous avez une initiative, vous êtes une entreprise qui fait de l'économie circulaire sur le territoire de l'île de Montréal, je vous invite à aller inscrire votre initiative. On essaie de tous les repérer, mais on n'est pas au courant de tout. Alors, on vous invite vraiment à aller vous inscrire. Il y a aussi présentement un défi en économie sociale, agir pour la transition écologique et avoir la chance d'obtenir 500 000 dans le fond pour tout ce qui est la construction et le textile. Justement, vous avez des bonnes idées, vous avez un bon projet, vous êtes une entreprise d'économie sociale, un OBNL, soumettez votre projet. Vous pourriez avoir, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soutenir jusqu'à 100% du projet dans cet appel à projet-là. Donc, le 500 000 peut être l'ensemble du coût du projet. Donc, on vous invite à postuler. Donc, il va y avoir plein d'autres initiatives qui s'en viennent. Je vous invite à vraiment être à l'affût. Ça va s'accélérer vraiment, là, ça va être exponentiel dans les prochains mois. Maintenant, comment c'est une opportunité, l'économie circulaire pour vous? Pourquoi effectuer ce virage-là? Pourquoi vous devriez effectuer ce virage-là? Mais c'est pour faire des gains en rentabilité, en productivité, premièrement. Comme je vous disais, vous pouvez créer des nouvelles offres, vous pouvez optimiser vos opérations, etc. Donc, vous allez faire ces gains-là. C'est aussi pour beaucoup pour améliorer votre compétitivité puis vous démarquer. C'est important juste pour attirer, retenir la main-d'œuvre, par exemple. On sait que la génération Y pour eux, c'est important que les entreprises pour lesquelles ils travaillent respectent leurs valeurs. Ils sont prêts même à assumer une baisse de salaire de 10 pour travailler pour une entreprise qui vraiment est en accord avec leurs valeurs. Ils sont prêts aussi à payer 10 de plus pour des produits durables. Donc, on n'aura pas le choix. Il va falloir vraiment se mettre à jour. Ça va permettre d'augmenter votre résilience. On peut mettre l'intelligence économique, pas l'intelligence économique, l'intelligence artificielle, tout ça, on peut mettre ça au profit de l'économie circulaire. Renforcer la relation avec vos clients. Vos clients ne viennent plus juste seulement acheter et s'en vont. Vous pouvez leur offrir des services de location, vous pouvez leur offrir de reprendre certains de leurs produits, etc. Donc, vous allez bâtir une relation avec vos clients. Et enfin, ça va vous permettre, vous aussi, de réduire votre empreinte environnementale et d'atteindre vos objectifs. Avant que
Mélissa puisse vous donner des exemples montréalais. J'avais le goût de prendre quelques minutes pour vous dire un peu, vous donner des exemples internationaux. Il y a des grandes compagnies. Si eux, les grandes compagnies le font, c'est vraiment parce qu'il y a une opportunité économique, parce qu'on s'entend que pour eux, c'est toute une question aussi de profit, de rentabilité aux actionnaires, etc. Les entreprises qui sont sur la bourse, la rentabilité aux actionnaires est très importante. Donc, s'ils prennent le virage de l'économie circulaire, c'est que c'est rentable et c'est intéressant pour eux. Donc, je pense à Levi's. Levi's, il reprend maintenant des jeans, ses propres jeans pour les réparer. Ils ont même dans leur boutique maintenant des tailleurs maison qui peuvent les réparer, les recycler, les revendre, etc. Donc, pourquoi, si vous avez une boutique de vêtements locale sur une rue, bien, vous pourriez peut-être faire une collaboration avec une couturière locale aussi qui pourrait être dans vos boutiques, qui pourrait aider à travailler. Vous pourriez vendre des lignes seconde main aussi. Il y a même Lego qui circularise de plus en plus ses briques. Maintenant, ils vont faire des co-conceptions avec du bioplastique. Ils ont tout le programme Replay. Ils reprennent les briques et eux les redistribuent à différents organismes pour enfants là, dans le besoin. Ça a créé aussi, comme je disais tantôt, ça crée plein d'opportunités. Ça allume l'écosystème. Donc, il y a plein de nouvelles entreprises qui émergent avec Lego maintenant, qui vont louer le Lego. Fait qu'on sait, on construit le Lego, après ça, il prend de la poussière sur une tablette. Mon fils en est le témoin. J'en ai plein de tablettes à épousseter à chaque semaine. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est louer vraiment les Lego, puis on les loue pour 3 mois, ils les construisent, ils les remettent dans la boîte, ils retournent. Donc, on a pu les épousseter. Quelle bonne idée. Ensuite de ça, on a Patagonia qui offre la réparation de ses vêtements et les revend. Les autres, ils font déjà des vêtements durables. Ils essaient vraiment dans les fibres déjà d'avoir des choses, mais ils ont tous créé une nouvelle ligne, Wornwear, qui permet soit de retourner puis de faire réparer leurs vêtements, ou encore, ils vont les prendre, ils vont les revendre, ils vont vendre du seconde main. IKEA, qui, avec ses meubles, maintenant, on peut acheter de l'usager chez IKEA. On peut retourner nos meubles IKEA, ils peuvent les revendre, ils peuvent les réparer, ils s'assurent d'avoir des pièces, etc. Mais non seulement ça, ils font plein d'efforts dans l'éco-conception puis dans la modularité aussi, s'assurer que le produit puisse évoluer avec les gens. Donc, le lit peut devenir, la bassinette peut devenir un lit pour un jeune enfant, peut devenir un divan de jour. Donc, tu sais, tout ça, ça fait partie de l'économie circulaire. Il y a Burger King, qui se lance dans les emballages réutilisables, mais aussi, on entendait dernièrement Starbucks avec les tasses réutilisables. Donc, c'est tous des exemples. Puis, il y en a plein à Montréal, puis ça va être Mélissa qui va faire le lien, mais j'aimerais juste parler, par exemple, de même Simons à Montréal, qui, sur son site Internet, vend aussi de l'usager. Eux, c'est sûr qu'ils ont fait un choix. Ils ont trouvé une niche. C'est la niche quand même des designers des designers réputés, mais ils ont toutes, eux aussi, maintenant, ils vendent dans leur ligne vintage, bien, ces designers-là, ils revendent l'usager. Donc, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est de qualité, on peut aussi le revendre. Donc, même chez nous, ça a commencé à faire le pas. Donc, je vous remercie. Puis là, bien, je laisse un petit peu Mélissa vous entretenir sur comment ça se déroule à Montréal. Merci beaucoup, Natacha. De très bons exemples internationaux. Je suis persuadé que Mélissa va nous donner des aussi bons exemples montréalais. Mais la question qui est pertinente, Mélissa, c'est comment justement cet accompagnement-là des commerces montréalais va pouvoir se faire et qu'il puisse favoriser cette transition-là. Donc, on vous écoute dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, Martin. Merci, Natacha. C'est une belle mise en bouche pour vous inciter à emboîter le pas et montrer qu'on a vraiment des acteurs institutionnels. La Ville de Montréal derrière nous, ça donne un élan, vraiment un oomph très pertinent pour se lancer en économie circulaire en tant qu'entreprise. Donc, pour vous situer un tout petit peu avant de me lancer dans le vif du sujet, je veux vous parler de qui nous sommes, plus précisément Synergie Montréal. Donc, Synergie Montréal, c'est une équipe de 4 personnes. Vous voyez mes collègues et moi-même ici à l'écran. Et c'est une équipe qui s'imbrique dans une équipe plus large, qui est celle du réseau PME Montréal. Donc, on est une petite cellule de tactique qui a pour mission de former puis d'appuyer l'écosystème d'entreprises montréalaises qui mettent en place différentes stratégies d'économie circulaire. Donc, on n'est pas du tout dans le concept, on est dans l'application, l'aide terrain aux entreprises. Et la beauté de la chose, c'est qu'on fonctionne main dans la main avec tout l'appui au développement économique qui s'articule sur le terrain, donc le réseau PME Montréal, qui est constitué de 6 pôles de développement économique répartis à travers l'agglomération. Donc, ce sont plus de 140 ressources professionnelles, y compris l'équipe de Synergie Montréal, qui sont là pour accompagner les entreprises et qui agissent
comme des relais. Donc, quand une entreprise arrive par la porte du réseau PME Montréal et qu'elle a envie ou simplement des questionnements quant à l'économie circulaire, bien, elle est rapidement relayée vers notre petit noyau tactique. Donc, on entend souvent parler d'économie circulaire, mais je pense que la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est l'économie circulaire, oui, mais. Oui, mais est-ce que ça s'applique à moi? Oui, mais comment je fais ça? Oui, mais finalement, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, Natacha a pris la peine de nous présenter le schéma de l'économie circulaire qui a été produit au Québec. C'est important que vous sachiez, j'insiste, Mme Beauchamp en a parlé, mais ça a été produit par l'Institut EDEC en collaboration avec Recycle Québec pour adapter des schémas qui étaient présentés un peu partout à l'international à notre réalité québécoise. Donc, ce sont des artisans de l'économie circulaire québécois qui ont produit ce schéma-là. Et puis, le fameux « oui, mais » vient souvent de l'idée, comme le disait Natacha, qu'on pense que l'économie circulaire, c'est l'écologie industrielle ou du recyclage, du compostage ou de la valorisation énergétique. L'image de l'extrant devient l'intrant. Et l'image la plus véhiculée, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça a été la porte d'entrée au Québec de l'économie circulaire. Mais ça fait déjà plusieurs années qu'on le travaille à fond sur le terrain. Donc, on est un petit peu plus mature maintenant et un peu plus mûr pour entendre un nouveau discours qui nous amène à réfléchir l'économie circulaire plus en amont, dans des stratégies comme en faisait part Natacha, comme l'entretien et la réparation, le don et la revente, le reconditionnement, l'économie de fonctionnalité, ou encore l'économie collaborative, la location, et encore plus en amont, l'éco-conception, la consommation et l'approvisionnement responsable, l'optimisation des opérations. Pourquoi je prends la peine de vous nommer toutes ces stratégies-là? C'est parce qu'en tant que commerçant, en tant que détaillant, elles sont beaucoup plus appliquées à votre réalité et c'est là aussi où vous allez avoir une force de frappe intéressante. Se concentrer uniquement sur des stratégies de fin de vie, donc penser uniquement recyclage, compostage, valorisation, c'est intéressant, c'est un début, mais si on ne se cantonne qu'à ces stratégies-là, on occulte toute sa chaîne de valeur. On oublie qu'on est capable de créer de la valeur beaucoup plus en amont en réfléchissant mieux ses relations avec ses partenaires, ses fournisseurs et son produit. Donc, finalement, quand on pense à l'économie circulaire, si vous voulez savoir si ça s'adresse à vous, si vous êtes capable de répondre à ces questions-là, est-ce que je vends un produit qui répond à un besoin identifié auprès de ma clientèle? Est-ce que je connais bien mes fournisseurs? Est-ce que je souhaite fidéliser ma clientèle? Est-ce que je connais bien l'écosystème dans lequel je suis? Et est-ce que je souhaite réduire mon empreinte environnementale? Si une ou l'autre de ces questions-là ou l'ensemble de ces questions-là vous interpelle, eh bien, dites-vous que vous faites partie de l'écosystème de l'économie circulaire et qu'il y a moyen d'emboîter le pas. Et ça se fait une bouchée à la fois. S'il y a un message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est que les petits pas nous mènent loin. Donc, comme le disait Mme Beauchamp, j'ai quelques exemples sous le coude à vous présenter pour vous inciter à emboîter le pas. Ces exemples-là sont des exemples montréalais puisqu'on est dans le contexte plus particulier de la métropole. Il y a plusieurs portes d'entrée à l'économie circulaire. J'avais envie ce matin de vous parler d'entreprises qui ont articulé l'économie circulaire au cœur de leur mission. Sans qu'elles le sachent ou consciemment. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Souvent, on fait déjà des actions, on a déjà des modèles d'affaires qui s'imbriquent dans l'économie circulaire, puis on ne le sait pas parce qu'on n'utilise pas le vocable qui va avec. Mais ça, ce n'est pas grave parce que c'est notre rôle de vous aider à identifier ce qui se fait déjà chez vous. Donc, j'avais envie de vous parler d'entreprises comme le Support et Renaissance, qui sont des entreprises d'économie sociale qui œuvrent dans le textile au niveau du don et de la revente. Pourquoi ça s'inscrit dans leur mission? Parce qu'elles ont derrière la cravate envie de redonner à la société. Donc, ce sont des entreprises qui, pour Renaissance, ont une mission d'insertion sociale et pour le support, qui a une mission au niveau du support d'une cause, voilà, pour le mettre simplement, qui est la déficience intellectuelle.
Toujours au niveau du vêtement, on voit des jeunes pousses arriver en territoire montréalais, comme le Schwab Club. Et ceux qui regardent dans l'œil du dragon, bien, vous avez certainement vu passer la promotrice dernièrement à l'émission. C'est un concept qui n'est pas nouveau au niveau de l'échange de vêtements, mais le modèle d'affaires qui est derrière est assez révolutionnaire dans l'écosystème économique. On est ici sur un système de troc, mais qui est formalisé, qui a été bien réfléchi, qui est niché aussi. Donc, on est arrivé à cibler qu'est-ce qui, dans la sphère du textile, pouvait avoir de la valeur, encore de la valeur au niveau de la seconde vie, au niveau des consommateurs. Et puis, grâce à cet aiguillage fin-là, on a un modèle d'affaires qui est en plein essor. Donc, le Schwab Club, ce n'est plus une seule succursale, mais 2 succursales à Montréal. Je vous invite à aller découvrir, c'est très, très intéressant. Ensuite de ça, on a au niveau de tout ce qui est, alors on peut le regarder au niveau de la filière, tout ce qui est quincaillerie, outillage, ou on peut regarder au niveau du modèle d'affaires, qui est le prêt, l'économie de fonctionnalité. On a la remise à Montréal, qui est une bibliothèque d'outils. C'est un modèle de coopérative, donc il y a encore une mission sociale derrière. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les modalités d'affaires derrière, comment ça fonctionne réellement. Et on met à disposition des outils qui sont peu ou beaucoup utilisés, mais qui finalement n'ont pas nécessairement le mérite de devoir être possédés par l'individu. Et ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que quand on regarde le contexte dans lequel on évolue, on comprend qu'on a une opportunité d'agir. Le contexte montréalais est particulier. L'espace par résidence est beaucoup plus restreint qu'en région, par contre, et le kilomètre à parcourir pour aller se procurer un bien ou un service est moins important. Donc, de devoir entreposer des outils qui servent peu souvent chez soi, que ce soit une tondeuse, une perceuse, peu importe, même un robot culinaire, bien, dans un contexte où on a peu d'espace, ça n'a pas beaucoup de sens de devoir posséder le bien. Donc, la remise a bien étudié son marché, a compris qu'à Montréal, il y a une opportunité d'agir au niveau de la mise en commun de biens qui peuvent être partagés. On a d'autres enseignes qui sont très intéressantes et qui sont diverses et variées, comme Mère Hélène, ou ceux qui connaissaient auparavant Câlin et Popotin, qui est situé sur la rue Beaubien à Montréal. Donc, qui offre tout un service de location de produits de portage de bébés. Et on va beaucoup plus loin dans le modèle d'affaires. On ne fait pas que louer des porte-bébés. On explique, on donne le service pour montrer comment l'utiliser correctement, les différentes façons de positionner le bébé. Donc, comme le disait Natacha, il y a des opportunités d'aller beaucoup plus loin en tant que détaillant que la simple relation « je vends un produit, tu rentres une fois dans mon commerce et tu ressors et je ne sais pas si je vais te revoir ». Il y a des moyens de fidéliser sa clientèle en offrant des services beaucoup plus étoffés. Donc, je parle ici du porte-bébé, mais il y a toute la même conception autour des couches lavables. Tous ceux qui sont parents, puis je me doute que parmi vous, il y en a beaucoup, vous vous êtes peut-être questionné sur la quantité de couches que vous deviez acheter puis l'impact que ça a sur l'environnement. Vous vous êtes peut-être questionné sur le fait d'utiliser des couches lavables et puis vous avez peut-être été rebuté par le fait qu'il en existe 1000 modèles sur le marché, puis c'est compliqué de savoir lequel choisir, de savoir comment les laver, les entretenir. Mais une boutique comme Mère Hélène ou Câlin et Popotin, ça démocratise ce savoir-là. En bon québécois, ça vous donne un fast track sur comment utiliser correctement une couche lavable. Donc ça, c'est une grande valeur ajoutée parce qu'on est en lien direct avec un consommateur et on le fidélise par le service qu'on lui offre. Le service qu'offre l'Ange Bleu au niveau des couches lavables est similaire aussi, mais s'adresse à 2 publics différents. Donc, d'un côté, l'Ange Bleu peut offrir le service aux garderies et services éducatifs, tout comme elle peut l'offrir aux particuliers. Donc, vous voyez qu'il y a des moyens aussi de développer des créneaux, des segments de clientèle différents en apprenant à les connaître et en offrant un service clé en main. On a aussi toute l'émergence des épiceries zéro déchet à Montréal. Il y en a de plus en plus. On a des locomotives comme Loco qui ont développé les créneaux, qui ont aussi démocratisé non seulement l'accès pour le consommateur, mais l'accès pour des commerçants. Donc, Loco, en étant locomotive, en documentant ces pratiques, en les rendant accessibles à d'autres aussi, elles ont démocratisé le fait de pouvoir commencer tranquillement à introduire le zéro déchet puis le vrac dans des épiceries déjà existantes, à rendre le public prêt à consommer de cette façon-là. Donc, elle se positionne en pôle position
à la fois pour sa clientèle, mais d'autres commerces qui voudraient emboîter le pas. Et finalement, je voulais vous parler de bureau en gros parce que c'est peut-être le pas le plus facile à franchir. On parlait du recyclage tout à l'heure en début de conférence. C'est un premier pas qui peut être intéressant à faire en tant que commerçant. Bureau, en gros, maintenant, offre à ses consommateurs une multitude d'îlots de tri en magasin. Donc, vous pouvez retourner vos stylos, vos piles, vos marqueurs en fin de vie directement chez Bureau, en gros, parce qu'ils offrent des îlots de tri. Et ça veut dire qu'ils ont trouvé les filières de récupération derrière. Donc, des fois, quand on ne sait pas par où commencer, le simple fait d'offrir le retour en magasin pour les produits en fin de vie, ça vient aider à la fois une municipalité à structurer ses filières de récupération, ça vient structurer les filières en elles-mêmes et ça vient offrir aux consommateurs une façon nouvelle d'entrevoir l'expérience de magasinage chez eux. Donc, c'est un premier pas qui peut être intéressant. J'avais aussi envie de vous donner des exemples d'entreprises ou d'organisations qui se mettent au service des détaillants. Donc, quand on ne sait pas par où commencer, s'adjoindre de bons collaborateurs, ça peut être une très, très belle porte d'entrée. Vous avez les exemples de la transformerie, Incertec et la Tasse à Montréal qui sont particulièrement intéressants. Alors, la transformerie, en quelques mots, ils offrent aux épiceries le fait de venir collecter leurs invendus en termes de fruits et légumes, de les transformer sous forme de confiture et de les retourner pour la vente en magasin. Donc, le détaillant lui-même, l'épicerie, n'a pas nécessairement besoin de réfléchir de A à Z tout ce qui va arriver avec ses invendus, mais elle peut faire un partenariat avec un partenaire qui, lui, a la capacité de le faire. Et le branding est très, très beau aussi. La transformerie fait de très beaux et bons produits qui sont compétitifs sur le marché à l'heure actuelle, mais qui se positionnent très bien parce qu'il y a une mission derrière. Chez Incertec, entreprise d'économie sociale, qui a une mission sociale aussi d'insertion, on récupère tout le matériel informatique qui est vétuste, mais qui est encore en capacité d'être utilisé. Donc, qui n'est pas trop dépassé par la nouvelle technologie, peut être remis sur le marché. Donc, ils vont reconditionner des ordinateurs, des portables afin de les revendre derrière. Donc, de la même manière, ils se positionnent en B2B. Donc, si vous êtes un commerce, vous pouvez avoir toute une flotte informatique à renouveler au bout d'un certain temps. Eh bien, Incertec va venir chercher les appareils, les reconditionner et les revendre au profit d'une mission de réinsertion. Et finalement, vous avez l'exemple de la Tasse aussi qui offre aux cafés et restaurateurs montréalais et même pan-québécois la possibilité de souscrire à un projet où on n'utilise plus des gobelets jetables pour le café, mais plutôt une tasse dont le logo, vous le voyez ici, là, qui a un branding efficace, mais une tasse qui signale aux clients qu'on veut faire un pas en avant, on ne veut plus consommer du jetable, on veut du réutilisable. Donc, on offre la possibilité aux consommateurs de mettre en œuvre chez soi ses propres valeurs et puis on fait partie d'un réseau aussi. Donc, ça, c'est un message clé que j'aimerais vous passer aujourd'hui, c'est que le fait de bifurquer vers un nouveau modèle économique, ça vous engage dans beaucoup plus de collaboration, de coopération qu'auparavant. Vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul dans votre modèle économique. Il y a des appuis, il y a des soutiens et ce ne sont pas juste des soutiens institutionnels, il y a aussi des entreprises qui se placent au service d'autres entreprises. Je voulais rapidement, vraiment pour le coup d'œil, vous illustrer qu'on travaille avec beaucoup de types d'entreprises diverses et variées, des thématiques diverses et variées aussi. Vous avez ici un petit topo de clients qu'on affectionne beaucoup, avec lesquels on travaille énormément. C'est des gens qu'on connaît de façon très rapprochée et qu'on suit. Donc, qu'on soit dans les emballages, le bioalimentaire, les produits chimiques, la main-d'œuvre, la logistique, l'habillement, le textile, le transport, la quincaillerie, peu importe, vous pouvez faire partie de cette nouvelle économie-là. Natacha vous a incité à aller vous inscrire sur la plateforme Québec circulaire si vous avez déjà des stratégies d'économie circulaire actives chez vous. Moi, je vous y invite doublement cette fois-ci pour aller vous inspirer. L'objectif de cette plateforme-là, c'est de donner une tribune à des gens, à des entreprises qui ont emboîté le pas pour en inspirer d'autres à faire de même. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que cette plateforme-là est connectée à d'autres plateformes internationales. Donc, c'est intéressant à partir de là de pouvoir faire rayonner ce que vous faites, puis ça va circuler à travers la francophonie.
Finalement, je voulais vous laisser sur une idée qui est très, très importante. C'est qu'en tant que locomotive ou que nouvelle entreprise dans l'économie circulaire, ce qu'il faut comprendre, c'est son écosystème économique. On l'a montré, l'ancien modèle de extraire, produire, consommer, jeter n'est plus valable à l'heure actuelle. Donc, c'est important de commencer sa transition avec le pas qui va être le bon pour vous. Mais c'est pour ça, ça vous amène à devoir comprendre où vous vous insérez dans cet écosystème-là et qui est là aussi avec vous. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres joueurs, il y a de la compétition, certes, mais il y a aussi tout un soutien qui est là. Et je vous ai remis le petit schéma qu'on doit apprendre, je pense, à l'école primaire ou en secondaire 1, mais le cycle de l'eau, pour moi, c'est l'image la plus parlante. Que vous soyez sur terre, en mer, dans le ciel, peu importe, vous devez comprendre qu'il y a des interrelations avec d'autres joueurs. Et ce cycle-là est pour moi le plus parlant. C'est un peu ce qu'on veut recréer à travers l'économie circulaire, le fait d'ancrer vos opérations dans du réel et dans votre contexte beaucoup plus large. Donc, si on le transpose à une réalité économique, cet écosystème-là peut être composé de vos compétiteurs, de vos fournisseurs, d'une municipalité, comme le montrait Mme Beauchesne avec l'exemple de la Ville de Montréal. Il y a aussi tous les organismes de soutien comme PME Montréal, Synergie Montréal. Et en région, vous avez aussi vos propres acteurs locaux qui sont là pour vous soutenir. Je vais en parler juste un petit peu plus loin. Ce que je voulais vous mentionner, c'est que la théorie des petits pas, le processus itératif, c'est celui qui marche toujours. C'est bon d'avoir une vision, d'avoir les idées claires vers vous, où on veut se rendre, mais il ne faut pas oublier qu'on doit marcher avant de courir et s'octroyer l'espace pour souffler puis se dire, OK, je vais commencer petit, puis ça va m'amener loin. Donc, quand on veut passer d'un modèle à un autre, ça prend une certaine agilité puis ça prend du soutien. Donc, ici, c'était simplement pour vous situer sur l'ancien modèle et le nouveau. Donc, pour votre cheminement, sachez que, je vais passer rapidement sur cette diapo, il y a des aides disponibles. Je vous y amène tout de suite. Ces aides-là peuvent être du soutien technique, comme nous, on pourrait vous offrir chez Synergie Montréal. Donc, pour vous parler concrètement de ce qu'on peut faire, c'est dans un premier temps, analyser vos besoins, comprendre votre ADN, comprendre qui vous êtes, c'est quoi votre métabolisme interne, puis après, réfléchir avec vous de façon stratégique en caractérisant vos opérations, en vous invitant à participer à des activités avec d'autres entreprises qui, comme vous, ont décidé d'emboîter le pas. Comme je le dis, on n'est jamais seul pour bifurquer dans son modèle d'affaires. On peut vous inviter à participer à des réseaux de circularité, donc des activités où on va vous mettre vis-à-vis des experts. Donc, vous pouvez être vis-à-vis vos pairs, mais avoir besoin de soutien scientifique, technique, on va aller le chercher pour vous, vous référencer aux besoins et surtout rechercher soit des nouvelles sources d'approvisionnement ou des débouchés pour vos produits en fin de vie. On va aussi faire beaucoup de veille parce que, comme vous le savez, c'est extrêmement compliqué de filtrer toute l'information qui arrive à nous, quels sont les programmes financiers, programmes de soutien. Donc, on va vous aiguiller à travers tout ce qui existe déjà dans l'écosystème pour vous assurer de mettre en œuvre vos premiers pas. Et j'y reviens, ce qui est important de savoir, on s'adresse à vous en tant qu'entité montréalaise aujourd'hui, mais on n'est pas déconnecté de ce qui se passe à l'échelle du Québec. Sachez que pour le soutien technique, on a des ramifications à travers le Québec, à travers la communauté de pratique qui s'appelle Synergie Québec. Donc, ce sont des homologues de Synergie Montréal en région, un peu partout au Québec. Et ces entités-là sont liées entre elles par un partenaire scientifique et technique, le CPTEI, qui baigne dans l'économie circulaire depuis plus de 15 ans maintenant. En région, vous avez aussi votre réseau de développement économique qui est souvent situé au sein des CLD ou des MRC. Vous avez aussi des SADC qui peuvent être à votre service. Donc, un des messages clés aujourd'hui, si vous n'êtes pas à Montréal, bien, venez quand même vers nous. On pourra vous aiguiller vers vos bons interlocuteurs en région. Et puis finalement, une part importante, comme on le soulignait là, en début d'intervention, c'est le financement. Quand on veut faire des premiers pas, ça prend des phases d'analyse, des phases de remise en question. On doit faire le diagnostic de ses propres opérations. Et bien, on a un magnifique véhicule financier à l'heure actuelle qui est le Fonds Éco-Leader. Je pourrais vous parler un petit peu plus concrètement par la suite si vous avez des questions sur l'aide qui est disponible à travers ce fonds-là, mais sachez que pour un premier pas, ce serait l'outil financier qui serait le plus pertinent pour vous.
On a aussi toutes sortes de programmes de financement qui sont disponibles à travers le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Recyc Québec avec son nouveau plan d'action pour les prochaines années. Donc, je m'arrêterai ici pour répondre à vos questions puis redonner la parole à mon fabuleux collègue Martin. Mes coordonnées seront disponibles si vous le souhaitez là, en fin de conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa. Wow, beaucoup de contenu. Effectivement, la technique du petit pas est très, très importante en début de processus. Ma première question serait à vous, Mélissa. Elle m'apparaît simple, mais peut-être un peu complexe dans les différentes étapes. Justement, c'est quoi la première étape qu'un petit commerce de proximité, hein, on le sait souvent, le commerçant est en arrière de son comptoir, il fait autant la comptabilité que le concierge que de faire les ventes. Donc, il est seul derrière son comptoir. Comment il peut contribuer et d'amorcer cette transition écologique lui aussi? Merci, Martin. Mais je dirais la première étape, selon moi, puis c'est l'idée à retenir, ne faites pas cavalier seul. On le sait que vous êtes des hommes et femmes orchestres, puis des fois, ça peut être difficile de battre du tambour, de jouer de la trompette, puis de battre du pied en gardant le sourire. Donc, il y a une réalité humaine derrière tout ça. Donc, la première étape pour moi, ça serait de vous dire, ne faites pas cavalier seul, allez chercher un appui technique. Pourquoi? C'est parce que se poser les bonnes questions dès le départ, ce n'est pas facile. Ça prend un regard un petit peu plus affûté pour se rendre compte que des fois, l'idée qu'on avait, elle est très pertinente, mais c'est peut-être une étape 36. C'est ce qui nous enfermait un peu dans une certaine immobilité. On n'arrive pas à passer à l'action parce qu'elle nous semble tellement haute, la première marche. Donc, d'aller chercher un appui technique, ça serait la première étape selon moi. Et la deuxième, ça serait vraiment de regarder qu'est-ce qui existe dans ma municipalité, qu'est-ce qui s'adresse déjà à moi. Et l'aide technique peut vous aider à faire ce débroussaillage-là initial. Parce que comme vous l'avez évoqué tous les deux, ça va au-delà du simple recyclage, évidemment, l'économie circulaire. Et c'est souvent à ça qu'on pense en premier, de recycler nos boîtes de carton qu'on reçoit de notre fournisseur, qu'on déballe sur nos tablettes. Ça va au-delà de ça. Natacha, comment justement cette responsabilité sociétale-là peut se concrétiser concrètement pour le commerce montréalais, par exemple? Bien, le commerce montréalais, c'est sûr que lui, il faut, comme tu dis, Martin, il faut vraiment aller plus loin. T'sais, la première étape que les gens pensent souvent, c'est je vais bien gérer mes déchets, je vais m'assurer de bien les gérer, puis après, je vais avoir fait de l'économie circulaire, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Justement, il faut que les commerces montréalais commencent à réfléchir à l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc, autant leur approvisionnement, qu'est-ce que je reçois pour réduire, qu'est-ce que je mets en marché aussi, qu'est-ce que je vends, est-ce que je vends des produits durables, où je m'approvisionne, est-ce que je m'approvisionne localement, etc. Et comment je peux transformer ce modèle d'affaires-là pour justement arriver à la chaîne de valeur après. Les entreprises ont eu la crise sanitaire là, qui a été très forte, les commerçants ont été très affectés, mais il ne faut pas que ça nous encourage, au contraire, même il faut que ça nous motive à aller plus loin. Justement, on a vu l'importance de ces chaînes d'approvisionnement-là locales, qu'il faut les consolider, l'importance de ces partenariats-là. Puis, il faut aussi se préparer à ce qui s'en vient. Donc, il faut se préparer, il va y avoir de la réglementation, mais utilisons les opportunités. Tu sais, c'est souvent un train qui passe. Hein? Donc, je pense qu'il faut embarquer. Là, présentement, il y a du financement, il y a des aides, il y a du soutien. Mais il faut embarquer le plus rapidement possible puis faire cette transition-là. Puis c'est ça qui va arriver aussi si, par exemple, il y a des réglementations qui s'en viennent, la ville ou tous les grands donneurs d'ordre. Moi, je travaille avec plein de grands donneurs d'ordre et on est tous en train de revoir nos approvisionnements pour qu'ils soient plus responsables. Donc, les commerçants doivent tout de suite se préparer pour pouvoir répondre après ça à ces donneurs d'ordre-là, puis pouvoir être des fournisseurs puisqu'ils vont avoir mis en place ces pratiques-là de consommation circulaire, de développement durable, mais il va y avoir eu aussi des programmes, des aides qui vont être venus les aider. Donc, c'est je dirais, saisir l'opportunité. Puis justement, si on saisit cette opportunité-là, c'est de l'intégrer au quotidien dans l'ensemble de nos opérations avec nos fournisseurs et évidemment dans toute cette chaîne de valeur-là que vous avez mentionnée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble y avoir évidemment, comme vous l'avez évoqué toutes les deux, plusieurs partenaires, plusieurs initiatives qui ont vu le jour au cours des dernières années.
Mais demain matin, là, je viens de vous écouter. J'étais déjà sensibilisé, mais là, vous m'avez vraiment convaincu à faire cette technique de petits pas-là. Demain matin, je fais quoi, là? Je m'adresse à qui en premier? Demain matin, Martin, tu prends le téléphone et puis tu m'appelles ou bien le courriel. C'est vraiment une invitation, une main tendue. Si vous avez vraiment envie de commencer quelque chose que vous ne savez pas là, par où commencer, même si vous savez par où commencer, appelez-nous. Appelez-moi personnellement, appelez mon équipe. Mes coordonnées vont être mises à disposition. Si vous êtes à Montréal, on va être votre porte d'entrée pour mettre en œuvre des stratégies, pour vous aiguiller à travers les bons programmes de financement aussi, pour vous aiguiller vers le Fonds Éco-Leader, qui est une ressource vraiment pour vous aider à réfléchir en amont. S'il y a un investissement à faire au début d'une démarche, c'est bien celle-là de réflexion stratégique. Donc, ce serait le premier pas. Appelez-nous. Je dirais aussi, je rajouterais, Mélissa, il y a aussi toutes les sociétés de développement commercial, les SDC, de plus en plus qui s'organisent et qui sont en train d'organiser pour justement aider, soutenir les commerçants sur leur rue. Donc, ça aussi, j'appellerais les organismes, les grands organismes pour voir un peu qui travaillent avec vous au quotidien, pour voir eux qu'est-ce qu'ils ont dans leur plan, puis leur mentionner votre intérêt parce qu'eux peuvent vraiment fédérer puis faire des regroupements entre entreprises puis peut-être vous apporter des solutions collectives. Je vais passer tout de suite à une question qui provient du chat parce que je l'avais aussi, cette question-là. Je la gardais pour la fin, mais je pense qu'elle est plus pertinente à ce moment-ci. Le soutien, les aides sont-ils accessibles à tout type de détaillants, petits, moyens et grands? Oui, Mélissa? Oui, c'est ça. Si on s'adresse de notre côté, là, à la fois chez le soutien technique chez Synergie Montréal, oui, même chose pour le soutien des collègues en région, les SDC, comme disait Natacha aussi, si vous êtes situé sur une artère commerciale à Montréal, ils sont là pour vous soutenir également. Au niveau des fonds pour l'investissement, le réseau PME Montréal est là pour investir avec ses fonds propres. Les appels à initiative de la Ville de Montréal, Natacha, je vous laisserai peut-être y répondre, mais peut-être la petite parenthèse que je peux faire, c'est que c'est toujours par catégorie ciblée. Au niveau du Fonds Éco-Leader, ça s'adresse à toute entreprise québécoise aussi. Donc, il y a une panoplie d'outils financiers qui sont disponibles actuellement. Puis, je pense, encore une fois, là, ce qui est toujours difficile, c'est de se retrouver dans tout ce qui est sur la table. C'est pour ça que c'est toujours bien de discuter de vos projets en amont, pour ne pas partir avec une idée puis finalement louper une opportunité. Je suppose que les fonds Éco-Leader, comme vous l'avez dit, sont un peu partout au Québec, sont majoritairement gérés et orchestrés là, par les organismes de développement économique locaux et régionaux. Là. Oui, pour certains, c'est ça. Pour certaines régions, c'est les conseils régionaux de l'environnement, mais ils font tous partie, sont tous imbriqués dans des organisations que vous connaissiez déjà auparavant. Merci. Natacha, vous souhaitez intervenir? Oui, bien, c'est ça. On est en train, comme je disais, de développer notre feuille de route. Cette feuille de route-là, on est en train aussi de revoir les différents programmes qui vont pouvoir venir, les programmes, fonds, tout ça que la Ville va pouvoir revoir un petit peu pour pouvoir venir faire bénéficier, dans le fond, les différentes commerçants, entreprises, etc., pour pouvoir les aider à accélérer cette transition-là. On ne peut rien annoncer pour l'instant, mais il y en a qui vont venir. Il y en a déjà comme dans les appels à projets pour le secteur du bioalimentaire. Il y a eu des appels à projets pour le secteur culturel. Il y a eu des appels à projets pour différents secteurs qui sont liés à l'économie circulaire. Présentement, on en a un, c'est subvention à l'innovation ouverte. Super intéressant programme, c'est pour des startups qui voudraient travailler, par exemple, avec des plus grands commerçants des chaînes ou tout ça, qui voudraient tester des solutions, etc. Bien, ça permet d'une start-up qui veut travailler avec une plus grande entreprise, plus ou moins 50, je pense que c'est un minimum de 50 employés, bien, pourrait tester sa solution, peut avoir une subvention pour aller tester, expérimenter la solution qu'il y a, que ce soit en économie circulaire ou d'autres secteurs, mais l'économie circulaire fait de plus en plus partie de tous ces secteurs qui sont inclus au financement disponible. Quels sont les principaux freins qu'on peut affronter, qu'un commerçant peut affronter? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à justement à favoriser cette transition-là, puis à prendre ce virage-là, l'économie circulaire? Évidemment, je pense que ce sont des freins classiques de manque de temps. Je pense que vous le savez
tous autant Oui. que nous, là, sinon plus. C'est pas évident de dégager du temps pour réfléchir à des nouvelles façons de faire. Ça peut sembler gros aussi de réfléchir ça seul. On peut aussi ne pas avoir les liquidités nécessaires par moment pour se plonger dans ce type d'initiative-là. On est conscient que ça demande des changements dans le modèle d'affaires. Ça demande aussi de la formation au niveau des employés. Donc, la clé de tout ça, encore une fois, c'est de ne pas rester seul dans ces projets. Je vous ai parlé beaucoup du soutien technique, mais je voudrais vous parler de vos propres employés aussi. Madame Beauchesne en a fait mention, la nouvelle génération s'implique par ses valeurs. Donc, les employés doivent être vus comme des parties prenantes qui peuvent contribuer à articuler des stratégies, des nouvelles stratégies en entreprise. Donc, de les mobiliser, de les intégrer dans vos réflexions stratégiques, dans la mise en place de petites mesures. Et ça va passer par eux au départ, donc pour faire le premier pas. Donc, si le premier pas, c'est déjà d'installer du tri dans l'entreprise, de revoir ses emballages pour l'expédition ou de revoir les emballages, tout simplement, ça peut être des bonnes parties prenantes à intégrer dans vos démarches, puis déléguer. Apprendre à déléguer. Donc, le temps, les liquidités, c'est sûr que ce sont des obstacles de départ, mais ce n'est pas insurmontable. Il y a du soutien technique. Impliquez vos équipes à l'interne, impliquez vos fournisseurs aussi. Ils peuvent avoir des solutions que vous n'imaginez pas parce que vous ne voyez pas leur catalogue complet de produits. Donc, si vous posez la question puis vous imposez le changement, bien, ça peut venir de vous, mais ça peut être un soutien de vos fournisseurs aussi. Quelles sont vous avez évoqué les principales étapes, mais est-ce qu'il y a un délai peut-être qu'on peut s'attendre, qu'on doit planifier pour entamer véritablement ce virage-là de la transition écologique? Je vous dirais de mon côté, là, pour aller succinctement, je pense qu'il faut surtout le voir comme une trajectoire. Et il ne faut pas se dire, je vais révolutionner mon entreprise du jour au lendemain. Pour se rendre à Z, il faut passer par B, par C, par D. Donc, l'idée, c'est vraiment celle-là parce que je pense qu'on s'enferme dans un schéma mental très, très difficile quand on vise tout de suite l'excellence. L'idée, c'est de viser les premiers pas. Donc, il faut mettre du temps, il faut y consacrer du temps au même titre que votre planification stratégique. Donc, on comprend que ça s'imbrique directement dans les opérations que vous avez déjà. C'est simplement de bifurquer légèrement l'angle de réflexion. Mais c'est la même réflexion à la base. Donc, tu sais, tout simplement, on pourrait se dire, est-ce que vous avez planifié être dans un système linéaire? Non, on ne l'a pas planifié. Il était comme ça, le système. Maintenant, on veut l'amener ailleurs. Donc, il faut juste revoir un peu ces opérations. Natacha, vous souhaitiez intervenir à cette question-là? Non, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut voir ça comme une opportunité vraiment à l'économie circulaire. Ouais. Chaque dollar qu'on investit dans l'économie linéaire, on dit qu'il en rapporte 2. Quand on l'investit dans l'économie circulaire, on dit qu'il en rapporte 3. On dit que les entreprises qui étaient en économie circulaire ont mieux passé à travers la crise. Donc, vraiment, c'est vraiment une opportunité d'affaires qu'il faut voir. Il faut le voir comme un investissement en temps, oui, en argent, mais il faut le voir comme un investissement, comme une progression de votre entreprise. Tout comme le virage numérique l'est aussi pour les commerçants. Le temps file, il nous reste à peine quelques minutes. J'ai encore quelques questions qui proviennent du chat. Chloé qui mentionne, savez-vous quand le pourcentage de financement du Fonds Hélicoïda passera à 75 % au lieu de 50 % du montant du projet? Question peut-être plus pour Mélissa. Oui, non, malheureusement, on ne le sait pas encore. On sait que le Fonds Écolidar a vraiment une velléité de coller le plus possible à la réalité des entreprises, donc de s'ajuster, puis a entendu les messages qui ont été lancés par les entreprises. Malheureusement, on n'a pas d'annonce encore à vous faire, mais quand ça sera prêt, l'annonce sera faite. Vous l'avez mentionné dans un de vos exemples, Mélissa, la tasse, qui est une initiative incroyable qui se déploie de plus en plus à travers le Québec. Et justement, Chloé, dans sa deuxième question, l'évoque indirectement. Est-ce qu'il existe du financement pour l'acquisition d'équipements? Si on veut réutiliser des conteneurs réutilisables, bien, il faut évidemment les laver. Est-ce qu'il y a du financement qui est disponible pour l'acquisition d'équipements, comme les lave-vaisselle, par exemple? Oui, bien, je vous dirais que tout dépend de ce qu'on recherche comme outil financier. Au niveau du prêt, c'est sûr qu'il y a
les instances de développement économique comme PME Montréal ou les MRC en région disposent de ces outils financiers-là sous forme de prêts. Martin, tu pourras en parler encore mieux que moi. Donc, au niveau de l'acquisition d'équipements, sous forme de prêt, il y a des choses disponibles. Par moment, des programmes sortent particuliers précis. Là. Par exemple, chez Recyc Québec, ça pourrait être des choses envisageables, mais ce n'est pas disponible pour le moment. Là. Il n'y a pas d'autres outils là, pour le moment au niveau de l'acquisition. Si vous faites affaire avec le fonds EcoLeader, il y a un petit volet acquisition aussi dans l'implantation là, qui pourrait s'adresser à vous. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut explorer avec vous plus finement. Mais sinon, c'est ça, ça passe par des instances de développement économique ou vos banques là, actuellement. Il nous reste 2 minutes. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question-là qui est de Françoise Paquette. Vous l'avez abordé, l'importance de revoir votre chaîne d'approvisionnement de produits. Est-ce qu'il existe des outils pour aider justement à répondre aux appels d'offres, à déposer des appels d'offres et surtout, on commence par où, Natacha? Il y a l'espace l'ECPAR, l'espace de concertation québécois pour l'approvisionnement responsable. Il y a différents outils. Puis il y a différents outils qu'on retrouve de plus en plus qui sont disponibles pour justement pouvoir se conformer. Présentement, nous, ce qu'on vise à la Ville de Montréal, la plupart des grands donneurs d'ordre, c'est qu'on ne va pas arriver du jour au lendemain en exigeant que tous les détaillants, tous les commerçants, tous nos fournisseurs soient complètement écologiques ou aient complètement déjà modifié leur modèle d'affaires. Ce qu'on veut, c'est amener le marché vers ça. Fait qu'on va commencer par sonder, poser des questions, commencer par voir un peu le marché, il est où, comment on peut l'aider à l'amener. On va y aller progressivement. Donc, ce que je dirais, c'est de vous commencer par voir comment vous pouvez est-ce que vous avez un plan? Souvent, c'est ce qu'on va demander. Est-ce que vous avez un plan de développement durable ou un plan de transition écologique dans votre entreprise? Est-ce que vous mesurez vos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que vos produits viennent d'où? Est-ce que vous le savez, etc. Donc, c'est de commencer peut-être à vous doter vous-même d'engagement, de plans de votre entreprise, de plans d'action pour pouvoir après ça le démontrer à vos fournisseurs que vous êtes déjà engagés dans la transition parce que la plupart des donneurs d'ordre ou des acheteurs, ce qu'ils vont vouloir, c'est travailler avec leurs fournisseurs pour les amener jusque-là. Donc, c'est vraiment de commencer par vous regarder vous-même puis vous donner des objectifs, de voir un peu ce que vous faites et d'aller chercher les ressources qui sont disponibles à l'ECPAR ou ailleurs. Mélissa l'a bien mentionné précédemment, il faut vraiment que ce plan d'action-là s'intègre véritablement dans la planification stratégique de l'entreprise, que ce soit un petit commerce de proximité ou un grand détaillant, l'exercice doit quand même là, être le même. Je retiens deux choses principales avec tout ce que vous avez mentionné qui pourraient peut-être en quelque sorte boucler la boucle. C'est la technique du petit pas que vous avez évoqué, Mélissa, et vous avez aussi évoqué toutes les deux l'importance de saisir une opportunité d'affaires. Parce que cette transition écologique-là, l'économie circulaire est avant tout une opportunité d'affaires pour le petit ou le grand commerce. En 1 minute, peut-être chacune, si vous aviez à vous adresser là, une dernière fois aux commerçants, aux détaillants, quel message que vous souhaitez qu'ils retiennent ce matin? Natacha, pour débuter. Bien, moi, ce serait simple, ce serait oser. Commencer, embarquer, commencez par débuter par des actions qui sont à votre portée, valider avec les organismes autour, innover aussi. N'ayez pas peur d'avoir des idées puis de dire je vais en discuter, je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire. Je pense que je pourrais faire un pas à ce niveau-là. Il y a plein d'organisations, comme je le dis, on supporte bien l'écosystème, c'est une de nos volontés, justement pour développer des organismes, soutenir des projets qui vont pouvoir permettre d'aider les commerçants puis venir les appuyer dans cette transition-là. Fait que ça serait d'oser, puis d'ouvrir la discussion avec votre réseau de contacts pour voir, parce que vous seriez peut-être surpris de voir autour de vous qu'il y a des gens, soit qui ont déjà entamé cette réflexion-là, avec qui vous pourriez vous associer, ou encore qui ont déjà une solution à vous proposer. Donc, ça serait oser et discuter. On va oser et on va discuter au cours des prochaines semaines, des prochains mois, je suis persuadé. Mélissa, Synergie Montréal fait partie justement de l'écosystème que Natacha a évoqué.
quel est votre message que vous souhaitez transmettre aux commerçants que vous accompagnez aussi là, par le biais de cette initiative-là là, qui a vu jour il y a quelques années? Bien, de un, on est heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Ça témoigne déjà d'un premier pas. Donc, vous avez fait le bon choix ce matin. Continuez de vous inspirer. Québec circulaire, c'est là pour ça. Vous avez envie de commencer quelque part, appelez-nous, rejoignez vos réseaux de soutien. Vous pouvez aussi, Natacha le souligne, c'est l'économie circulaire, c'est le nouveau modèle dans lequel on s'en va tous. Donc, c'est incontournable. Oser, c'est vraiment le bon mot, et oser parler effectivement avec toutes vos parties prenantes. Vous avez certainement 1001 projets. Vous êtes des entrepreneurs. Donc ça, on le sait, la boîte à idées, elle est pleine. Faites juste bifurquer légèrement ces idées-là avec l'idée d'avoir une empreinte environnementale qui est saine et de construire finalement un Québec ou une municipalité à votre image. Donc, vous contribuez déjà par votre force économique, votre vitalité économique, contribuez maintenant par votre mission profonde. Ça peut être différentes stratégies. Il y en a plein, il y en a pour tous les goûts, mais osez, lancez-vous. Bien, ces mots-clés-là faisaient partie de ma conclusion, donc je vais la laisser tomber et j'aurais envie de vous poser une autre question, mais qui est plus personnelle. Vous avez évoqué plusieurs exemples concrets d'entreprises, de commerces qui ont initié cette transition-là. Si vous aviez un exemple qui vous est le plus inspirant, ça serait lequel? Et on termine notre entretien de cette façon-là. Je vais me lancer, Natacha, si tu le permets. La troisième diapo que je vous ai présentée en termes d'image, pour moi, elle est très frappante. Ça vise à vous montrer, en tout cas, si vous ne vous souvenez pas, il y avait la transformerie Incertec et la tasse. Pour moi, oui, de voir des gens qui s'adressent directement à des détaillants comme du soutien avec une solution clé en main, c'est du bonbon pour tout le monde. Ce sont des initiatives qui fonctionnent, qui ont une mission et qui aident tout le monde à emboîter le pas. Coup de cœur. Moi, tu me mets un peu sur la sellette. Je ne peux pas vraiment choisir une entreprise plutôt qu'une autre. Toute entreprise qui fait de l'économie circulaire, oui, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Je travaille à l'économie circulaire. Je souhaite la pousser depuis plusieurs années. Je suis vraiment contente qu'enfin, il y a un momentum. J'appelle ça un peu la Sainte Trinité. Là. Il y a vraiment, on a le financement qui est là, on a la volonté politique, puis on a aussi la volonté du milieu. Fait qu'il y a vraiment tous les éléments sont réunis. Donc, c'est vraiment intéressant de voir le dynamisme qu'il y a. Puis je pense vraiment que Montréal a tout ce qu'il faut pour être un leader de l'économie circulaire, mais mondial, pas simplement québécois ou canadien, mais mondialement. Puis c'est par la force de son écosystème. J'ai organisé des rencontres en développement durable il y a quelques années, puis je me rappelle pourquoi on nous avait choisis au lieu de Malmö en Suède, alors qu'eux avaient fait plein de belles réalisations en développement durable, mais pourquoi que finalement le comité de sélection avait choisi Montréal, c'est qu'on avait réussi à démontrer tout ce dynamisme-là de la communauté et on s'était vraiment rendu compte que c'était pas juste l'affaire de la ville, que c'était vraiment l'affaire de chacun des membres, que ce soit l'écosystème de soutien, mais aussi les entreprises, les commerçants, tous les gens de l'ensemble de l'écosystème, les sociétés de développement économique, les SDC, oui, tout ça, tout l'ensemble de l'écosystème était vraiment focusé puis avait une idée de devenir une ville plus durable. Donc, je pense que c'est ça, c'est cette... je remercierais Montréal pour son dynamisme en général. Bien, puis j'oserais dire de saluer toutes les initiatives que la Ville de Montréal met de l'avant. Montréal est très innovante dans plusieurs facettes et on le démontre encore aujourd'hui avec cette présentation que vous avez faite. Natacha, Mélissa, merci beaucoup. Et j'aurais envie de garder mon mot de la fin par... 3 mots et je reprends ce que vous avez dit, Natacha. Oser, oser, oser. Donc, c'est mes 3 mots qui résument ce que j'aurais envie de transmettre comme message aux commerçants et aux détaillants. Et peut-être mes remerciements spéciaux
vont aller au commerce, au Conseil québécois du commerce de détail pour avoir initié dans sa programmation HOP du mois de juin d'intégrer l'économie circulaire comme enjeu, comme événement. Et sûrement qu'au fil du mois, vous en avez entendu beaucoup, plusieurs intervenants ont interagi et Mélissa et Natacha l'ont fait avec brio ce matin. Merci et j'aurais tendance à dire que le mois n'est pas terminé et on est le 15 juin aujourd'hui. Et Camille, je suis persuadé qu'il y a d'autres événements d'ici la fin de juin qui sont encore à l'agenda. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Ben, c'est à moi de vous remercier au nom du CQCD, tous les trois, d'être là avec nous ce matin, d'avoir pris le temps, puis particulièrement à vous deux, mesdames, pour vos interventions enrichissantes et généreuses. Alors, effectivement, c'est une discussion qui va se poursuivre. Il nous reste encore 3 conférences, en fait, dont une demain matin qui est réservée à nos membres. On poursuit la discussion sur l'économie circulaire, cette fois-ci avec Recyc Québec, notre présentateur officiel, et le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, c'est gratuit sur le cqcd.org. Clairement, c'est un sujet, je veux dire, on ne s'est pas posé la question 2 fois là, pour en faire le thème de notre mois, de notre 3e mois. Et puis, preuve étant, l'implication est là de la part des participants. Les gens veulent en discuter, les détaillants sont curieux et impliqués. Donc, on a juste hâte de continuer. Puis, si jamais il y en a qui veulent poursuivre la discussion avec vous, j'envoie un courriel de suivi à tous les participants avec les coordonnées, entre autres, de Mélissa et peut-être de Natacha aussi, voilà, et avec les présentations aussi. Donc, vous pourrez leur poser vos questions également. Donc, merci encore à tous. Merci à vous trois et merci aux participants. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.